Je remercie également messieurs les assesseurs, monsieur Ba. Avant mon questionnaire, je voudrais vous adresser mes remerciements pour avoir été le premier leader politique venir devant cette juridiction criminelle et livrer votre part de vérité dans les événements du 28 septembre 2009. Je voudrais aussi également exprimer ma satisfaction parce que si nous aujourd'hui et beaucoup de personnes avons bénéficié des avantages, des honneurs au niveau de l'OGDH, c'est parce que il y a eu des fondateurs, vous, Dr Sow et autres. Donc, à ce titre, je vous remercie. Mon questionnaire n'est pas beaucoup long. Je voudrais tout d'abord vous demander, est-ce qu'elle n'est pas en train, avec cette affaire, de lire une page de notre histoire, parce qu'il y a des pages qui n'ont pas été lues, à titre illustratif, les victimes du camp Boiro. Est-ce que ce n'est pas en train de lire une page de notre histoire? La question. C'est affirmatif. Bien. Ne pensez-vous pas que c'est une victoire pour les victimes, les organisations de défense des droits de l'homme nationales et internationales et des personnes anonymes, le fait d'ouvrir ce procès? C'est une victoire historique pour la Guinée tout entière. Bien. Je vais revenir sur les événements douloureux. Parce que mes confrères de la défense, le parquet, ici la partie civile, pour éviter des répétitions. Est-ce que, quand même, l'origine de ces événements, c'est parce que le président d'alors, le chef de l'État, dans des discours a voulu exprimer qu'il allait se présenter à la présidentielle de 2010. C'est affirmatif. Bien. Entre manifester, même si c'est interdit, tuer et commettre des viols, des tortures, des détentions illégales, qu'est-ce qui est plus grave parmi ces infractions? C'est le fait d'ôter une vie humaine. Très bien. Monsieur Ba, n'est-ce pas que les faits qui ont été commis au stade et les jours qui ont suivi, ce sont des faits commis par les éléments de l'armée, les agents de la gendarmerie et de la police et de certains civils, n'est-ce pas cela? C'est affirmatif. Bien. Convenez-vous avec moi que c'est une population civile qui a été attaquée au stade? C'est réel. Qui n'était pas armée?
Bien. N'est-ce pas la question de soutenir que ce sont les manifestants qui ont commis ces crimes? Alors, la question que je vais vous poser, est-ce que ce n'est pas une mission régalienne de l'État, des cours et tribunaux, si ce sont les manifestants qui ont commis ces crimes, de les rechercher conformément à la loi et que ces personnes-là soient jugées? C'est affirmatif, ça doit être la règle. Bien. Je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes informé que le réquisitoire du 10 février 2010, qui a déclenché l'action publique dans cette affaire, a visé à la fois le rapport national et le rapport international d'enquête des Nations Unies? Si vous avez cette information. Non, je ne l'avais pas. Bien. Est-ce que vous avez parcouru, si vous voulez, pris connaissance, ne serait-ce qu'en diagonale comme certains le disent, le rapport international d'enquête des Nations Unies? En son temps, je l'avais lu avec attention. Ah, très bien. Est-ce que vous vous rappelez l'une des conclusions la plus importante dans ce rapport? Je ne cite pas, je donne l'esprit que les crimes commis au stade et les jours qui ont suivi, ce sont des crimes assimilables à des crimes contre l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse, même si ça a été requalifié? N'étant pas juriste, mais j'ai compris l'esprit de cette qualification. Très bien. Et est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu des personnes qui ont été nommées expressément dans ce rapport, des personnes contre lesquelles la commission a recommandé qu'il y ait des enquêtes approfondies? Est-ce que vous avez pu parcourir ce passage dans ce rapport international d'enquête des Nations Unies? Affirmatif. Affirmatif. Bien. Revenons sur la question du commandant en chef des armées. Vous maintenez que ce qui engage la responsabilité du chef d'État d'alors, qu'a priori, il était le commandant en chef des forces armées, comme l'est aussi l'actuel chef d'État, comme l'a été toujours de façon générale depuis l'ancien Conté. Est-ce que vous êtes d'accord sur le plan hiérarchique, parce que c'est la sommité là? Vous êtes d'accord? Affirmatif. Bien. En toute logique, pour une question d'égalité, d'équité, de justice, après le chef de l'État d'alors, bien entendu, même actuellement, qui est censé, qui doit en principe connaître, administrer, gérer au sommet
après le chef d'État, l'armée. N'est-ce pas? C'est le ministre de la Défense, en principe. Affirmatif. Très bien. Ne voyez-vous pas que le ministre de la Sécurité d'alors, que Dieu lui accorde le paradis, a été inculpé? S'il vivait, il serait ici. Que Dieu lui accorde le paradis, lui pardonne et nous pardonne. Ne pensez-vous pas, compte tenu de l'égalité consacrée en ce moment dans la Constitution et dans les textes ordinaires, je vais vous nommer ici le Code de procédure pénale en ce moment de 1998, en toute logique, pour une question d'équité, que ce général devrait être quand même devant cette juridiction, tout en lui reconnaissant la présomption d'innocence, en principe, parce que question d'équité. Affirmatif. Bien. Et maintenant, je vais revenir, je vais finir bientôt. Lors de votre première audition, sauf si je n'ai pas bien entendu, si je me suis trompé, vous pouvez me rectifier. Est-ce que vous confirmez que le commandant Toumba Diakité était avec des éléments au stade du 28 septembre 2009, le lundi? Affirmatif. Bien. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi, quand même, que le commandant Toumba, en ce moment, c'était un homme influent au sein de l'armée guinéenne? Est-ce qu'on peut dire, quand même, ces éléments-là pouvaient obéir au commandant Toumba? Ça, je demande votre avis. Hein. Il m'est difficile de me prononcer, ne connaissant pas les rapports internes qui existent entre ces forces. Bien. Je vous remercie pour vos réponses. Et le colonel Moussa Tcheboro qui est là, et le commandant Pivi, ainsi que vous-même, vous avez déclaré qu'ils vous ont sauvé, n'est-ce pas? C'est vrai, non? A posteriori, ce fut le cas. Bien. Monsieur Ba, je n'ai rien contre les accusés qui sont là. Mais est-ce que le fait de soutenir, ils étaient venus sauver les leaders, ne pensez-vous pas que ça c'est un alibi pour masquer ce qui a été commis? Il m'est impossible de me prononcer. Bien. Est-ce que c'est après les tirs, les coups et blessures et tout ce que vous avez vu, la femme qu'on était en train de dénider, est-ce que c'est quand même après quelques tueries ou massacres? Si son mobile, c'était de faire sortir les leaders politiques qui étaient à l'intérieur du stade. C'est comme ça que je l'interprète. Par la suite, en ce qui nous concerne, M. Diallo Sellou et moi-même, des circonstances, j'allais dire particulières, nous ont permis d'être sauvés par le colonel Tcheboro. Bien. Et en vertu du principe d'égalité,
et de l'égalité, c'est-à-dire la loi. Est-ce que le commandant Aboubacar Diakité et le colonel Moussa Tcheboro Kamara, est-ce qu'ils ne pouvaient pas, pour les autres citoyens, parce que je me réserve de les appeler des citoyens lambda, des citoyens ordinaires, les autres citoyens, parce que nous sommes tous des citoyens, pourquoi, bon, c'est votre avis, est-ce qu'il ne fallait pas faire appel ou prendre des dispositions qu'au même moment, en sauvant les leaders pour des cliniques ou des centres de santé, des hôpitaux, est-ce qu'il ne fallait pas au même moment prendre des dispositions, soit de sauver ces citoyens ordinaires, soit d'arrêter le massacre, parce que, en principe, à bon droit, une vie n'est pas supérieure à une vie. Est-ce qu'il ne fallait pas, même après votre sortie du stade, prendre les dispositions pour arrêter les viols qui se commettaient et les crimes qui se commettaient, en toute logique? En toute logique, il ne fallait même pas qu'il y ait des forces de défense et de sécurité avec l'intention d'agresser les citoyens. Il fallait laisser simplement la manifestation se dérouler tranquillement. Et on n'aurait pas eu tout ça. Bien. Est-ce que vous savez pourquoi en 2010, le bureau du procureur de la CPI, c'est normal, a ouvert un examen préliminaire dans cette affaire? Pour vous, c'est parce qu'il y a quoi? Parce que les crimes ont été horribles et ça a heurté toute la conscience humaine. Et donc, c'était déjà inscrit comme étant un crime contre l'humanité. Et par conséquent, la CPI avait mission d'agir dans un premier temps, comme le recommandent les dispositions dans ce sens. Bien, je vais terminer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si notre justice réussit ce procès, c'est-à-dire que une justice équitable, inclusive, parce que ce n'est pas un règlement de compte, est-ce que cela ne peut pas nous conduire vers le grand chantier pour la réconciliation nationale, pour que les Guinéens de la Haute-Guinée, du Fouta, de la Basse-Côte et de la Forêt se serrent les mains, qu'on se réconcilie? Est-ce que si ce procès réussit, ça sera une brèche pour que les Guinéens se réconcilient, parce qu'on a besoin? C'est une étape extrêmement importante et à cet effet, tous les acteurs de toutes les parties, même les accusés, doivent concourir à ce que la Guinée réussisse
cette étape ultime qui nous permettra de rentrer dans une nouvelle ère. Bien, je voudrais vous remercier encore une fois, réitérer, et je pense que les autres leaders aussi viendront dire leur part de vérité. Je vous remercie en tant que personnalité d'avoir accepté d'accompagner les victimes, les citoyens ordinaires. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je vous remercie. Je remercie toujours mes confrères de la Défense. Je remercie Messieurs les représentants du ministère public. Je me remercie aussi mes confrères et consoeurs de la partie civile. Je vous remercie, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de questions vous ont été posées. Je vais donc me faire violence, ne pas les répéter, au risque d'être embêtant. Alors, j'ai retenu ici que des religieux étaient venus la veille du 28 chez feu Jean-Marie Doré dans le but de vous dissuader d'aller tenir ce meeting. À ma connaissance, c'est le jour même, le 28, aux alentours certainement de 10h, 11h, que les religieux devraient trouver le doyen Jean-Marie Doré et un autre responsable à son domicile pour discuter éventuellement de la suite à réserver à la situation qui se présentait à ce moment-là. D'accord. Donc, alors, est-ce que cette rencontre a eu lieu entre les religieux et oui, cette rencontre avait eu lieu et D'accord. c'est cela qui avait motivé M. Jean-Marie Doré, tout heureux d'aller vers le stade, mais il n'a pas pu réellement parvenir à la tribune et il a été intercepté et agressé. Ils étaient venus, ils étaient envoyés par qui? Ils venaient de la part de qui, ces religieux? Bon, je pense qu'il venait dans le cadre de la médiation traditionnelle qui sied aux autorités morales et religieuses. D'accord. Mais ils avaient certainement une certaine écoute auprès du CNDD. D'accord. Est-ce que il vous a été rapporté ou est-ce que vous aviez appris d'une quelconque manière qu'ils avaient ou qu'ils s'étaient investis à ce qu'il n'y ait pas de manifestation de soutien de la candidature du président Dadis? Et je n'ai pas une information dans ce sens. D'accord. Les représentants des coordinations régionales, dont on dit qu'ils avaient invité tous les acteurs, tous les bords à s'abstenir de tout rapport de force, avait-elle fait un quelconque communiqué ou une quelconque démarche dans le but de faire cesser les mouvements de soutien à la candidature du président Dadis? Ce sont les élus locaux qui ont été convoqués et qui ont été amenés à apporter des motions de soutien à cette candidature. Très bien. Cela sous le regard des religieux, n'est-ce pas? Je ne peux pas être affirmatif puisque... Oui, on constatait, on voyait des choses qui se passaient. Cela sous le regard des représentants des coordinations régionales. Bon, oui, puisque en tant que citoyens, ils étaient aussi au courant de ce qui se passait, sans pour autant être un acteur direct de ce qui était en train d'être engagé. Bien, mais eux, ils n'ont entrepris aucune démarche pour faire cesser ce mouvement de soutien. En tout cas, à votre connaissance.
À ma connaissance, non, mais... Moi non plus. Mais je pense que leurs compétences et leur niveau d'influence certainement ne permettaient pas qu'ils soient en capacité de le faire sans pour autant avoir l'aval des autorités du pays. Bien. Alors, pourquoi est-ce que c'est vous, Force Vive, qu'on cherchait à dissuader de manifester à votre tour? Puisque même la veille, je vous donne l'information, peut-être que vous aviez même suivi Thomas, qui a soutenu à l'audience ici, ou en tout cas qui a informé à l'audience ici, que la veille du 28, soit le 27, il a présidé, lui et Marcel, un mouvement de soutien au camp Alpha Yaya, donc à la présidence. Bon, ça confirme la thèse que tout un processus était engagé pour faire valider cette candidature. Alors pourquoi est-ce que c'est vous que les leaders religieux, les représentants des coordinations régionales et tous les autres acteurs qui n'étaient pas de Force Vive, pourquoi tout ce beau monde s'investissait à ce que vous, Force Vive, vous ne manifestiez pas à votre tour? À ma connaissance, toutes ces forces ne se sont pas impliquées dans ce cadre. Elles ont été à leur corps défendant, soit spectatrices ou même parfois victimes. Bien. Donc, d'une manière ou d'une autre, on ne voulait pas que vous manifestiez, que les forces vives manifestent, ou en tout cas tiennent leur meeting. En fait, tout ce qui pouvait contrecarrer la dynamique officiellement admise devrait être soit étouffé, soit détourné, soit d'une manière ou d'une autre culpabilisé. Bien. Alors, avec toute cette démarche des leaders religieux et de certains représentants des coordinations régionales, est-ce que vous avez été surpris d'apprendre qu'une réunion a été tenue par le CNDD la veille? Non, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Bien. Alors, du contenu des échanges entre le président d'Addis et M. Sidia Touré, est-ce que vous avez pu retenir des choses relayées par M. Sidia? Parce que j'imagine qu'il a dû vous faire un compte-rendu. Il nous a fait part de cette conversation sans pour autant que ce soit... Bon, bien entendu, c'est un compte-rendu, mais c'était relaté, et puis bon, puisque déjà on était dans le cadre de la manifestation proprement dite, c'était sans objet. D'accord. Alors, le 28 septembre, vous étiez chez Feu Jean-Marie comme convenu. Oui. C'est de là que vous aviez quitté pour le stade. Oui. Alors, chemin faisant, vous avez croisé des forces de défense, ou en tout cas des hommes en uniforme. Nous avons été interceptés Bien. par le colonel Tebourou et ses hommes. Et ces hommes. Bien. Et ils étaient au nombre une dizaine. Il m'est impossible de le dire parce que je ne les ai pas dénombrés. D'accord. Je pose la question parce qu'il me disait que lui, il était de passage, il partait chez lui, en fait, et qu'il n'était qu'avec son chauffeur et son gage du corps. Les circonstances du moment prouvaient, à mon avis, le contraire. Bien, c'était donc le contraire. Alors, les échanges furent cordiaux, c'est ça? J'imagine. Ou je pense avoir retenu que les échanges étaient au départ cordiaux. Oui, puisqu'il n'y avait pas de violence exercée sur qui que ce soit. Entre le colonel Tebourou et vous. Et nous tous, puisque nous étions... Est-ce qu'on peut, du peu des souvenirs qui vous restent, est-ce qu'on peut savoir ce qui
les termes des échanges? Je ne prêtais pas tellement attention au contenu parce que ce qui m'importait, c'était de veiller à ce que, par ailleurs, que le dispositif puisse avancer, et nous avions fait durer ces entretiens pour permettre aux vagues qui descendaient de la colline de Hamdallahi d'arriver au niveau de l'esplanade. Donc nous n'avions pas intérêt à bousculer ou à essayer de faire quoi que ce soit comme si on était pressé d'arriver au niveau de l'esplanade. D'accord. Est-ce qu'il a été question que vous partiez sensibiliser les manifestants, ou en tout cas leur demander d'accepter le report, et que lui, à son tour, parte libérer des manifestants qui avaient été préalablement détenus? Bon, je pense que c'était la logique qu'il défendait, mais ceux qui discutaient réellement avec lui, notamment M. Diallo Sellou et M. Sidia Touré et d'autres, peuvent être plus explicites par rapport au contenu des échanges qu'il y avait eu lieu à ce niveau-là. Bien. De là, de vos échanges, comment est-ce que vous êtes arrivé au stade, à l'esplanade? Comment est-ce que vous avez pu le dépasser? Est-ce qu'il vous a quitté, ou qu'est-ce qui s'est passé pour que vous continuez? C'est l'arrivée des manifestants qui déferlaient, c'est cela qui a fait sauter, disons, qui a libéré la voie. Et de ce point de vue, malheureusement, il y a eu des jets de pierre et ça pouvait atteindre n'importe qui, que ce soit des éléments des forces de l'ordre ou des manifestants. Mais nous nous sommes tous dirigés vers l'esplanade sans ordre et chacun à l'allure de ses capacités physiques. Donc c'est l'arrivée de cette vague de manifestants qui a dégagé la voie. Donc ça veut dire que, ou est-ce que ça veut dire que la voie était bloquée, vous ne pouviez pas passer quand le colonel Tchegoro était venu, était arrivé avec ses hommes? Si ma mémoire est bonne, il y avait des troupes ou des forces du CMIS qui étaient aussi à ce niveau-là pour barrer le passage. Bien. Mais je ne suis pas tellement avec des souvenirs qui peuvent être évanescents. Je pense qu'il y avait des éléments du CMS aussi à côté. Bien, d'accord. Est-ce qu'on peut déduire que c'était vraiment pas un dialogue en tant que tel? Est-ce que c'était un dialogue à force égale? Non, pas du tout. C'était des injonctions et de l'autre côté une détermination. Très bien. Alors, donc, la foule, cette vague de foule a fait que la voie a pu être dégagée. Et vous êtes arrivé à l'esplanade du palais, du stade, j'allais dire. Bien. Alors, dans le stade, à l'arrivée de Toumba et de ses hommes, et lorsque Toumba vous a enjoint de descendre et que ses hommes aient obéi, bon. Oui, vous voulez dire quelque chose? Est-ce que ces hommes vous ont suivi avec lui, Toumba? Ou en tout cas, ceux des leaders qui ont suivi Toumba étaient aussi suivis par quelques-uns de ces bérets rouges? Bon, les circonstances du moment ne me permettaient pas de vérifier, mais tout simplement, je sais que le commandant Toumba Diakité est parti avec le plus gros lot de responsables qui étaient au niveau de la pelouse et que nous sommes restés pour des raisons que je vous ai déjà explicitées. Bien. Est-ce que vous avez remarqué que certains bérets rouges le suivaient avec ce lot, puisque il était avec un lot important de leaders? Il y avait un tohu-bohu au niveau du stade, donc il fallait, j'imagine, un maximum de sécurité, si c'était pour la sécuriser, bien entendu.
Donc, est-ce qu'il a été, vous avez remarqué qu'il était suivi par quelques-uns de ces hommes? En toute franchise, mes préoccupations étaient ailleurs. Oui, je comprends. D'accord. Mais c'est lorsque ces bérets rouges ont fait éruption dans le stade que les tirs ont commencé. Bon, c'est une question de positionnement. Bien avant leur arrivée au niveau de la pelouse, on avait entendu des explosions, des tirs, et les gens qui étaient peut-être à mesure de voir de manière plus précise les scènes ont commencé à s'enfuir, et c'est dans ces moments-là que nous avons vu le commandant Toumba et quelques hommes arriver au niveau de la pelouse. D'accord. Alors, dans le feu de l'action, vous voyez quelqu'un qui fait éruption avec ses hommes, ça tire partout. Et quelques-uns de ces hommes violentent des gens. Une de ces personnes vous tend la main. Même si c'était votre ennemi, est-ce que pour vous tirer de là, vous accepteriez? Pour vous sortir de là? Ce qui est clair et net, à l'instant où ces événements se sont déroulés, aucun des responsables ne pouvait connaître la destination de cette sortie, du fait d'être tiré du stade. La priorité? Et en ce qui nous concerne, par exemple, M. Diallo Sellou et moi-même, nous étions dans une situation, j'allais dire, désespérée. Et donc, j'ai ailé le colonel Thiebouro, puisque je le connaissais, et il s'est approché. Donc, dans ces circonstances, à mon niveau, c'était une main de secours qui est venue. Puisque je n'étais pas en mesure d'interpréter cela lors de l'arrivée et du départ des autres responsables, puisque je ne sais pas dans quelle direction ils étaient amenés. Avec l'instinct de survie, on accepterait toute main de sortir de là, toute aide qui pourrait nous sortir de là, du stade, n'est-ce pas? Parce que, vu les circonstances, et nous étions poursuivis, nous recevions des coups, et l'arrivée du colonel a été le facteur qui a arrêté les agresseurs à nous donner des coups. Et cette prise en charge, de manière claire et nette, c'était pratiquement une main de secours, sans pour autant juger de ce qui est fait par ailleurs. Évidemment. Évidemment. Parce que sinon, on n'aurait pas pu sortir. Évidemment. Et donc, pour vous, pour cet acte isolement pris, on vous a sauvé la vie. C'est une réalité. Bien. Et n'importe qui le verrait sous cet angle, de cet œil-là, pour cet acte isolement pris. Oui, isolement pris, c'est une réalité. Et comme je l'ai dit, certainement, d'autres ont pu bénéficier de la part d'autres éléments des forces de l'ordre, des mains de secours. Peut-être qu'on n'en parle pas, peut-être parce qu'il y a un privilège en ce qui nous concerne, qu'on parle de nous. Bien. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, est-ce que vous avez été curieux de savoir, mais pourquoi est-ce que et Toumba et Thiebouro se préoccupent de nous tirer de là, nos leaders politiques, je veux dire par après? Le premier acte, le fait d'amener le plus gros lot des leaders peut être jugé d'une certaine manière. Le second acte, je dois dire, ce sont des circonstances exceptionnelles qui ont permis d'apercevoir le colonel Thiebouro, de le héler et qu'il se rapproche vers nous et qu'il nous ait pris en charge. En dehors de ça, je ne ferai pas de jugement.
Bien. Alors, sur le trajet du stade vers la clinique Ambroise Paré, est-ce que le colonel Tchéboro s'est adressé à vous? Est-ce qu'il y avait une communication dans la voiture? Ce n'était pas le lieu avec nos blessures et la situation, sans pour autant savoir où est-ce que nous allions. J'allais poser la question. Est-ce que vous aviez posé la question de savoir où est-ce que vous partiez? Je n'ai pas posé la question. Mais il n'y avait aucune communication dans la voiture. Bon, c'était un silence. Les événements et la situation exceptionnelle dans laquelle ce qu'on a vu n'amenait pas à être bavard en ces circonstances. Le colonel Tchéboro, il ne communiquait pas au téléphone. Par exemple, est-ce qu'il a eu à appeler des gens pour préparer la clinique Ambroise Paré, parce que c'est vers là qu'il se dirigeait? Je ne l'ai pas vu ou je ne me souviens pas qu'il ait téléphoné à qui que ce soit. La seule chose, lorsqu'on est arrivé au niveau de Donka, puisqu'on était dans sa jupe, c'est lui qui conduisait, nous avons rencontré un long convoi de véhicules de toute la hiérarchie policière du pays qui allaient vers le stade. Et ils se sont arrêtés, ils ont échangé, ils ont vu la situation qui prévalait dans la Jeep. Bon, ça a duré 2 minutes, 3 minutes, je ne sais plus. C'est par la suite que nous avons continué et le cortège s'est dirigé vers le stade. D'accord. Puisque vous étiez aux environs de Donka, ou en tout cas vous aviez dépassé Donka pour la ville, au niveau de la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne nous admettrait pas à Donka ici? Comme je vous l'ai dit, on ne savait pas et je ne me posais pas la question, je me fiais. On était entre les mains de Dieu et le reste, ce n'était pas le moment de se poser la question. D'accord. À la clinique Ambroise Paré, lorsque vous êtes arrivé, qui est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé le commandant Toumba ou d'autres hommes armés? Je n'ai vu personne, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, à l'intérieur de la clinique, et je n'ai pas fait attention s'il y avait d'autres véhicules stationnés aux abords de la clinique Ambroise. Mais nous étions à ce moment-là les seuls responsables des forces vives qui étaient au niveau de la clinique, puisqu'on a eu le temps de descendre et que les médecins ont commencé à s'affairer sur El Asselou, mais pratiquement dans les quelques secondes, l'arrivée de 2 agents, comme je l'ai dit, a stoppé le tout avec cette injonction de nous faire sortir de la clinique au risque de jeter une grenade si les médecins ne s'exécutaient pas. D'accord. Donc ils sont arrivés 4 à 5 minutes ou quelques secondes, vous disiez? Bon, c'est difficile de... Mais c'était presque comme... On a eu le temps de descendre du véhicule, que les médecins ont amené le brancard, ils ont cherché une salle, donc cela veut dire que ce n'est pas effectivement au même moment, mais c'est au moment où ils essayaient de trouver une salle pour amener celui qui était le plus en mauvais état que nous. C'est à ce moment-là que les 2 agents se sont présentés. Est-ce que vous vous étiez senti suivi jusqu'à la clinique Ambroise Paré? Non, il n'y avait rien, c'était un silence de mort, tout était vide. D'accord. À votre sortie de la clinique, à la devanture, est-ce que vous avez constaté des militaires, un impressionnant dispositif, ou en tout cas des militaires, en dehors des 2 personnes qui étaient rentrées? Je n'ai pas fait attention par rapport à ça.
L'objet, on est remonté dans le véhicule et le colonel Thieboro a repris la direction vers la ville. Le reste, je ne me souviens pas, je ne prêtais pas attention à ce qui se passait autour de moi. Mais je sais qu'on n'étions pas suivis et que, puisqu'il n'y avait pratiquement aucun véhicule qui circulait. D'accord. En fait, je le demande parce que le commandant Touma lui-même a dit, soutenu ici, avoir été à la clinique Ambroise Paré et être témoin de cette menace de la part de ces deux personnes qui voulaient découpiller la grenade. A priori... Donc j'imagine que c'était en la présence de vous tous. Non, peut-être est-ce que ce ne sont pas deux scènes totalement différentes qui sont relatées par l'un et par l'autre. Possible. D'accord. Alors, est-ce que le colonel Thieboro, qui était avec vous, a demandé ce que ces gens voulaient? Ces deux personnes qui sont venues menacer. Je ne pense... Bon, je ne m'en souviens pas. D'accord. Et vous avez quitté la clinique Ambroise Paré pour la ville, pour notamment, j'allais dire, pour le camp Samori. C'est bien cela? Non, on a pris l'axe principal jusqu'au niveau de la banque centrale. Et j'ai senti que le colonel semblait hésiter et par la suite il a bifurqué vers le camp Samori Touré et il nous a amenés directement au dispensaire du camp Samori Touré où nous avons été pris en charge par l'équipe médicale. D'accord. Donc le trajet n'était pas directement le camp Samori, c'était vers le port et arrivé là, au niveau de la banque centrale, il a bifurqué. Oui. Le trajet le plus court, c'était directement passer par, j'allais dire, sans fil, par exemple, et puis arriver au camp, tout près, si c'était là la destination. Bon, je peux penser qu'en toute logique, il peut se trouver dans une situation de perplexité pour savoir où est-ce qu'il faut amener des blessés qui sont dans sa Jeep et dans des conditions de sécurité qui pouvaient être garanties. D'accord. Je reviens sur une question. Est-ce qu'il communiquait de la clinique Ambroise Paré à la ville? Est-ce qu'il a eu le temps de communiquer? Puisque j'imagine qu'il devait avoir l'air préoccupé. Mettez les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Je ne me souviens pas, je ne l'ai pas vu communiquer. D'accord. Est-ce que vous vous êtes senti suivi à partir de Ambroise Paré? Parce que des gens sont venus pour dire, pour menacer. Donc j'imagine que ces gens voulaient quelque chose en réalité. Est-ce que vous ne vous êtes pas senti suivi de Ambroise Paré à la ville? Je n'ai pas prêté attention, mais je n'ai pas eu l'impression que nous étions suivis. Parce que sinon, on aurait pu être aussi éjecté du dispensaire du camp Samori Touré. D'accord. Alors, au camp Samori Touré, du camp Samori Touré, où vous avez pu bénéficier de quelques soins, à la clinique Pasteur, qui vous a transporté? Bon, nous avons duré au camp Samori Touré. C'est en fin d'après-midi que l'officier médecin Dr Bangoura, dans son propre véhicule, et je crois qu'il y avait un autre véhicule, si mes souvenirs sont exacts, c'est par ce biais-là que nous avons été amenés à la clinique Pasteur. Est-ce qu'il vous a donné une explication, un motif pour lequel vous devriez transporter du camp Samori à la clinique Pasteur? Je crois qu'il l'a fait en me disant que les autres leaders sont à la clinique Pasteur. D'accord. D'accord. Alors, à la clinique Pasteur, vous avez trouvé les autres leaders, c'est bien cela? Oui. Et quelle impression vous aviez eue lorsque vous êtes venus les trouver, tous?
Non, c'était déjà, bon, sachant déjà que les autres étaient là-bas, et le fait de se retrouver, c'était un soulagement de voir que malgré les blessures des uns et des autres, ils étaient tous indemnes, bon, tout en, au fond de nous-mêmes, regrettant des faits macabres qui se sont déroulés et dont on n'avait pas à ce moment-là une réelle conscience de l'ampleur que ça avait pris. Parce que nous, on peut dire, de l'arrivée du commandant Toumba Diakité et de notre sortie, est-ce que c'est 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes? Et que par la suite, seul Dieu sait ce qui s'est passé à l'intérieur pour les milliers de personnes qui étaient pratiquement séquestrées à l'intérieur du stade. D'accord. Y avait-il toujours des militaires postés à la clinique Pasteur? Moi, je crois que l'entrée était interdite et le passage, le dispositif de sécurité était maximal à ce niveau-là. Bien. Bon, je dirais le dispositif de contrôle, pas de sécurité. Bien. Bon, ça c'est d'après moi. Alors, est-ce que vous aviez eu des proches, des parents, vous avez perdu des parents, des proches au stade? Comme je l'ai dit, je considère en tant que responsable que tous ceux qui ont perdu leur vie, ce sont des proches. Bien. Alors, est-ce que vous avez entrepris des démarches? Quand je dis vous, pas forcément vous personnellement, mais les forces vives. Est-ce que vous aviez entrepris des démarches pour, par exemple, entrer en possession des corps ou faire en sorte que les parents des victimes puissent entrer en possession des corps? Tout ce qui était humainement possible, nous l'avons fait, la collecte des informations pour connaître le nombre de morts, les disparus, les blessés, et que par la suite, lorsque l'atmosphère s'est détendue, nous avons organisé des tournées pour aller de maison en maison, apporter un petit réconfort à certaines personnes qui avaient perdu les leurs, et ça nous permettait d'avoir une information beaucoup plus complète qui était en train d'être initiée. Donc ça, nous l'avons fait. Alors, est-ce qu'il y avait des obstacles au niveau de l'administration pour entrer en possession des corps ou avoir des informations exactes? On n'a pas pris contact, à moi, à titre personnel, en contact avec des officiels. Mais le vendredi suivant, au niveau de... Nous avons appris que les corps allaient être restitués aux familles et nous nous sommes rendus à la mosquée Faisal pour accompagner certaines victimes et s'enquérir du nombre de victimes, de leur identité, et c'est ce qui a été fait. Lorsque vous avez entendu le nombre de victimes de mort qui a été déclaré, quelles ont été vos impressions? Comme nous savions qu'il y avait déjà des disparus, nous ne prenions pas en considération le nombre de corps qui étaient exposés, parce que nous savions qu'il y avait d'autres corps, et c'est cela que nous avions à l'esprit à ce moment-là. Merci bien, Monsieur Ba. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Ba, Oui. est-ce que le fait de vouloir démontrer notre opinion politique par un meeting politique, est-ce que cela constitue en soi une infraction? Le CNDD a organisé maintes meetings pour exprimer leur volonté politique et par conséquent, l'équité suppose qu'il devrait accorder le même droit à d'autres citoyens de le faire. D'accord.
Monsieur Ba, hier, certaines questions vous ont été posées ici relativement au fait que vous vouliez transformer cette date du 28 septembre en un référendum. Vous n'aviez pas suffisamment de légitimité pour aller même à l'esplanade du stade. Mais quand vous, monsieur Ba, vous vous référez aujourd'hui à l'histoire de la place Tahrir en Égypte, où des citoyens se sont assiégés un espace pendant près de 18 jours pour revendiquer une certaine légitimité, une certaine démocratie, une certaine soif de changement, de justice sociale. Quel est le sentiment que vous avez lorsque dans cette salle d'audience, on veut vous aliéner, en tout cas on a l'impression qu'on veut aliéner aux forces vives de l'époque la légitimité d'aller, que ce soit sur l'esplanade du stade, que ce soit à l'intérieur du stade, pour dénoncer un système politique. Quel est le sentiment que vous avez, vous, en tant que démocrate, lorsqu'on vous pose des questions comme ça et qu'on veut on veut vous faire endosser une certaine responsabilité dans cette affaire? Le 28 septembre 1958, c'était la volonté du peuple de Guinée d'opter pour le non en réclamant l'indépendance. Donc la légitimation de cette date, le fait que c'est devenu une date symbolique pour la Guinée, a été le fait de la très grande majorité des citoyens qui ont dit non au référendum. Et nous n'avions pas les moyens d'organiser un référendum avec des bulletins de vote, mais l'organisation d'un vaste rassemblement était en commémoration de la date du 28 septembre 1958, une autre forme de référendum pour dire que nous sommes contre la dictature et nous voulons la démocratie. Donc si je vous suis bien, vous aviez le droit, vous, en tant que Guinéen, en tout cas les forces vives dans leur ensemble, de donner à cette date du 28 septembre le contenu ou en tout cas la couleur que vous souhaitiez parce que vous étiez des citoyens. Vous en aviez le droit. C'est tout à fait normal. Chapeville, mars 1960, des simples citoyens sud-africains ont marché contre l'apartheid. Ils ont été abattus et jusqu'à présent, cette date est une date commémorative de la lutte du peuple sud-africain contre l'apartheid. Et les autorités actuelles post-apartheid consacrent à cette journée de lutte et des martyrs de Chapeville toute leur importance. Et nous aussi, ceux qui sont tombés le 28 septembre 2009, ce sont des martyrs qui ont donné leur vie pour la démocratie et la liberté. Oui, je vous sens ému là, monsieur Ba, et je pourrais peut-être dire que le droit à la désobéissance civile, ça ne commence pas par la Guinée, monsieur Ba. Et je pense que c'est un continuum de combat et de lutte, et que cette lutte, d'ailleurs, elle se perpétue dans le temps et dans l'espace, et qu'on ne peut pas figer une date juste pour des désirata politiques, juste pour faire plaisir à des hommes politiques. Nous avons redonné une autre dimension historique et une autre forme de continuité au 28 septembre 1958. Et c'est cela qui se perpétue, 28 septembre 1958, 28 septembre 2009 et 28 septembre 2022, dans le cadre de la lutte contre l'impunité dans notre pays. Le même processus. Donc cette date est devenue, pour l'immense majorité des gens, un rendez-vous de la Guinée avec son histoire et son avenir. Merci, monsieur Ba. Monsieur Ba, vous avez subi des menaces de mort au moment où vous étiez censé accéder à ce qu'on appelle le droit à la santé dans l'hôpital Ambroise Paré. Est-ce qu'à la suite de ces menaces, un seul geste a été fait à votre endroit, à l'endroit des leaders qui étaient là, pour déterminer ceux qui avaient fait ça? Parce que tout de même, vous aviez le Moussa Kégboro Kamara qui était là, monsieur Moussa Kégboro Kamara qui était là. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'on vous a appelé? Est-ce qu'on vous a demandé? Est-ce qu'un procureur de la République s'est déplacé? Est-ce qu'il y a eu des actions pour véritablement faire une lumière sur ce qui était en train de se mettre en place? La seule chose que nous savons, c'est l'intervention de la communauté internationale et surtout
le dynamisme et la réactivité du président Wade avec son ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Cheikh Tidiane Gadio, et l'ambassadrice du Sénégal ici à Conakry pour essayer de faire évacuer les responsables et pour les soins à l'étranger. Je sais que cette action a pu intervenir, mais c'était ça qui était le plus urgent. Par la suite, c'était la récupération des corps en relation avec le secrétariat général des affaires religieuses au niveau de la mosquée Faisal. Toute autre attitude judiciaire, à ma connaissance, on l'a senti avec l'arrivée à Conakry de Madame Fatou Bensouda, procureure de la CPI à l'époque. C'est à ce moment-là que des questions concernant l'aspect juridique a été posées. Ok, Monsieur Ba. Monsieur Ba, à l'époque, est-ce que dans le cadre des forces vives ou du parti politique auquel vous apparteniez, est-ce qu'il y avait eu des dénonciations? Parce que ici, à la barre, on a quand même eu le premier responsable du CNDD qui est venu nous dire qu'il n'était pas au courant que les leaders avaient été agressés. Il ne savait pas que les gens étaient agressés dans les hôpitaux. Alors qu'il était en train de se mettre en place tout un système de répression systématique. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez, dans vos souvenirs, vous vous rappelez que des plaidoyers ont été faits, ou en tout cas, il y avait une communication qui était faite, qui était ardue sur le fait que les citoyens étaient en danger et que vous-même, vous étiez en danger? Je ne me souviens pas. Et il y avait une méfiance exacerbée vis-à-vis de tout ce qui était les représentants de l'État à ce moment-là. Il y avait une déviance, vous dites? Disons une méfiance. Une méfiance. Et donc, même les hôpitaux, les gens avaient peur de s'y rendre. Il y a des blessés qui ont préféré utiliser d'autres systèmes pour essayer d'avoir les soins. Des femmes violées ont essayé de se perdre dans la nature. Tout cela s'est passé. D'accord, Monsieur Ba. Monsieur Ba, il y avait une tragédie qui était en cours, qui était là. On était dans un truc qui était horrible. Et au même moment, on a des vidéos du capitaine Moussa Dadis Camara à l'époque qui avait le temps de faire des bains de foule et qui narguait un peu en disant les faux leaders, cette communauté internationale qui aurait envie d'envoyer une force d'interposition. Après le drame, lui, il avait le temps de faire des bains de foule et on le filmait dans ces attitudes-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Monsieur Ba? Avec tout le temps qui est passé, 13 ans après, vous êtes aujourd'hui là, vous avez expliqué ce que vous savez de ces événements. Vous avez eu peut-être des échos de ce que lui, il a dit ici. Il dit aujourd'hui que ce n'est plus les leaders le problème, c'est plutôt sa garde rapprochée, notamment Toumba Diakité et d'autres personnes au sein de la hiérarchie militaire qui ont fomenté un complot. Alors qu'à l'époque, c'était vous le problème. Avec le temps, qu'est-ce que vous pensez de cette manœuvre-là, qui consiste à dire aujourd'hui que finalement, ce ne sont plus les leaders qui ont fomenté tout ce complot, mais c'est plutôt principalement l'ancien président de la République, Alpha Condé, M. Toumba Diakité et le général Konaté. Ça ne dédouane pas, bien évidemment, la responsabilité de ces personnes-là. Mais venir dire aujourd'hui ça, alors que nous, on a écouté le capitaine le jour même du 28 septembre, dire qu'ils ont envoyé les enfants à l'abattoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour rester la première affirmation, notamment au lendemain du 28 septembre 2009, après la tragédie et ces massacres, la meilleure attitude qui devrait sied au chef de l'État, c'était une attitude de compassion et de solidarité vis-à-vis de toutes les victimes et de décréter un deuil national pour montrer l'engagement total de l'État et la condamnation ferme de ce déferlement de violence sur les citoyens. Vous parlez de la posture qu'il aurait dû avoir et qui n'a pas été la sienne, M. Ba. Oui. Okay. M. Ba, je vais peut-être vous poser une avant-dernière question.
avec toute la fragilité de notre système démocratique, M. Ba, qu'est-ce que vous ressentez, M. Ba? Est-ce que vous ressentez toujours une certaine forme de colère quand vous pensez que, en réalité, ces événements-là, c'était un meeting politique. Ce n'était même pas des manifestations où les gens marchaient. C'était un meeting politique où on a organisé à huis clos des assassinats, des viols à ciel ouvert. Quel est votre sentiment, M. Ba, quand vous repensez à ça? C'est-à-dire que notre quête de lutte perpétuelle de la démocratie dans notre pays, le fait qu'on soit venu fusiller, c'est-à-dire en direct, des Guinéens, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec un système politique, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ressentez de la colère, de la douleur, ou tout simplement vous vous sentez dans un sentiment d'impuissance, quelque part? Bon, j'avoue que je n'ai pas un sentiment de colère. Peut-être de par ma position singulière, je connais l'histoire tragique de ce pays. On peut dénombrer toute une kyrielle de listes de tragédies connues, peu connues, qui ont fait autant ou même parfois plus de victimes contre des citoyens guinéens dans le cadre de ces 60 dernières années. Donc, la seule chose que je pense par rapport à ça, c'est que la quête de la démocratie et de la liberté est pavée de beaucoup de sacrifices. Et tous les pays qui aujourd'hui sont à un niveau de démocratie avancée ont eu le lot de sacrifices, de tuer. Et donc nous nous inscrivons dans une logique universelle de la quête de la démocratie et de la liberté. C'est la raison pour laquelle ce qui s'est fait dans une vision longue de l'histoire du pays devrait être vu avec une certaine relativité. D'accord. Monsieur Ba, vous vous battiez contre, parce qu'il a été posé ici des questions relativement à une soi-disant haine que vous auriez pour un homme qui était à la tête du pays à l'époque. J'aimerais revenir sur le fait que, est-ce que vous vous battiez contre un homme ou contre des hommes, ou vous vous battiez contre un système finalement? Bon, nous avons cherché, et ça il faut le dire à haute et intelligible voix, avec le doyen Jean-Marie Doré, nous avons cherché par des moyens informels, par des moyens institutionnels, avec les forces vives, d'amener le capitaine Dadis à reconsidérer sa position et sa stratégie. Mais nous n'avons pas réussi à le faire, et c'est dommage. Hélas. Je vais peut-être vous poser ma toute dernière question, M. Ba. J'ai eu la chance de poser des questions au président d'alors. Je lui ai demandé s'il ressentait une quelconque culpabilité politique, parce qu'il était quand même le responsable du pays. Malheureusement, il n'a pas répondu à cette question. Je vais vous poser la même question. Vous étiez leader des forces vives, vous avez eu la chance de vous en sortir. On a vécu un drame. Est-ce que vous, en tant que responsable à l'époque des forces vives, mais tout simplement en tant que citoyen qui est épris d'un certain nombre de valeurs, est-ce que vous ressentez une certaine culpabilité politique ce jour-là, de porter une parcelle de culpabilité politique, d'être allé au stade et d'avoir vu des gens se faire tuer tout simplement parce que vous aviez su mobiliser ce jour-là des Guinéens autour d'un idéal? C'est la raison pour laquelle, depuis que je suis revenu d'exil en 2016, tous les 28 septembre, à l'anniversaire de ce massacre, je dépose un gerbe de fleurs à l'entrée du stade du 28 septembre pour rendre hommage à toutes les victimes. C'est pour dire que j'ai conscience de ma responsabilité morale en tant que président de la commission d'organisation, en tant que leader des forces vives nationales de l'époque, et le fait que nous avons été entendus, écoutés, et l'appel de se retrouver pour la manifestation avait reçu un tel écho, je me sens de ce point de vue solidaire et ayant ma part de responsabilité morale vis-à-vis de toutes les personnes qui ont disparu, qui sont blessées. Et je dis et je redis
si nous savions qu'il y avait un complot ourdi contre les forces vives pour perpétrer ce massacre, quelles que soient les circonstances, nous aurions annulé la manifestation. Je vous remercie, M. Ba. Merci. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Ba. Oui. Je voudrais, avec vous, relire un peu les pages d'atrocité, des bavures que les uns et les autres ont commises pendant leur règne. Parce que nos confrères de la défense ont voulu vous amener à dire qu'ils ont été utiles à un moment donné pour vous, qu'ils vous ont rendu service. Ils sont allés jusqu'à vouloir vous demander de décerner des satisfecits pour leurs clients. Pendant ce temps, nous, avocats des parties civiles, des victimes, nous savons que les blessures sont profondes, sont payantes, Monsieur Ba, Oui. Avant de parler de tout cela, de lire en filigrane ces pages d'atrocité, acceptez de me rappeler ce que vous avez subi à la veille de la prise du pouvoir par le CNDD. Je pense vous avoir entendu dire que votre domicile a été visité par des hommes en uniforme et que votre véhicule a même été récupéré par la force, n'est-ce pas? C'est affirmatif. Très bien. Ça alourdit davantage le bilan des pillages dans le cadre de préparatifs de la prise du pouvoir par le CNDD. Parce que je vous informe qu'il y avait eu beaucoup de pillages auparavant. Des hommes forts du pouvoir de l'ancien Conté, à l'époque, paix à son âme, des colonels, des généraux, ils ont été anéantis, leurs biens retirés, pillés. Donc, le pillage de votre domicile s'ajoute à ce bilan. Très bien. Monsieur Ba, je voudrais vous dire merci pour le combat que vous menez avec vos pairs. Pour l'installation ou la concrétisation de la démocratie, pour l'alternance politique et démocratique dans ce pays. Je voudrais vous dire grand merci. Monsieur Ba, quand un citoyen guinéen, futile et militaire, se lève le matin avec des armes, avec ses amis, et s'empare du pouvoir du peuple, et les jours qui suivent cette prise du pouvoir, il nomme à tous les postes civils et militaires. Il renvoie quelques généraux à la retraite. Il devient le chef de l'État. Est-ce qu'en ce moment, il ne devient pas le père de la nation? Même si c'est un père adoptif, en attendant le véritable père démocratiquement élu. Il devient le père, non? En principe. Très bien. Est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas été le père de la Guinée à un moment donné? Son arrivée au pouvoir a été saluée par l'immense majorité de la population. Très bien. Surtout qu'il est passé par l'axe de la démocratie, tout le monde l'a applaudi, il y a une adhésion populaire. Vous souvenez-vous des promesses qu'il avait tenues à l'époque, M. Ba? Quelques-unes, oui. Oui, allez-y, rappelez-nous quelques promesses. C'est la nécessité de gérer une transition qui devra permettre le retour à l'ordre constitutionnel et que ni lui ni les membres du CNDD ne seront candidats. Et je pense même qu'ils avaient déjà fixé la date, la période dévolue à cette transition. Très bien. Ma mémoire est bonne. Et là, tout le monde l'a applaudi. Tout le monde l'a applaudi. Même à l'extérieur, il a été applaudi, n'est-ce pas? Ouais. Mais est-ce que les jours qui ont suivi, le temps qui ont suivi, est-ce qu'il a mis en exergue cette promesse? Est-ce qu'il a tenté de matérialiser cette promesse, de concrétiser cette promesse? Le groupe international de contact a eu toutes les difficultés et les forces vivent la même chose pour faire avancer le processus de construction de cette transition. Je voudrais savoir si vous pouvez convenir avec moi
qu'au lieu de chercher à réaliser, à matérialiser ses promesses, il a fait en sorte que la junte militaire est devenue infréquentable, n'est-ce pas? Parce que nous avions assisté à l'humiliation de quelques représentants des institutions internationales en Guinée, des magistrats, même des procureurs ont été arrêtés, la justice était devenue au camp militaire là-bas, des hommes habitués à manipuler des armes, c'est eux qui rendaient les décisions. Donc la junte était devenue infréquentable, n'est-ce pas? Certains l'ont fréquenté. Très bien. Quelques-uns l'ont fréquenté, ceux qui voulaient profiter avec la junte l'ont fréquenté. Bien. Vous, homme politique, M. Ba, entre ceux-là qui se sont accaparés quelque chose qui ne les appartient pas, et vous qui ne rêvez que d'une alternance politique et démocratique, qui de vous avez le droit de demander un rassemblement de la société civile, du peuple de Guinée, pour dire non, nous rêvons à la démocratie, à une alternance démocratique? Ce n'est pas vous? Bon, vous savez, comme je l'ai dit, l'histoire est tragique. Et puis, la situation des régimes qui ont géré le pays a été telle que des fois l'arrivée de militaires au pouvoir est considérée comme un grand ouf de soulagement par la population. Et c'est une réalité et cela leur confère une certaine forme de légitimité pour agir pour le compte du pays tout entier. Mais dans la durée, il faudrait qu'ils restent dans cette lignée, dans ce cap, pour faire parvenir le pays à une transition conséquente qui permette de faire avancer les choses. Si tel n'est pas le cas, alors c'est déplorable, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut considérer qu'il n'y a pas une certaine forme de légitimité relative qu'en cas de nécessité, que la souveraineté du peuple n'ayant pas pu être institutionnellement réalisée, qu'il y ait d'autres mouvements. En Guinée. Le meeting du 28 septembre 2009, où ce rassemblement n'avait comme objectif que de dire au CNDD, écoutez le peuple de Guinée, voyez tout ce monde qui ne veut plus d'une dictature, mais qui veut la démocratie. Écoutez ce peuple et allez dans le sens de cette volonté populaire qui s'exprime à travers la grande masse de citoyens qui se sont mobilisés ce jour-là. C'était la seule chose. Et ce n'était pas un crime, au contraire, c'était un acte constructif pour les amener à se remettre dans le droit chemin. Monsieur Oloba, dites-nous, par quel moyen est-ce que le CNDD, à l'époque, vous avez adressé une correspondance ou bien vous avez invité à une rencontre pour vous notifier, pour vous signifier sa volonté de ne pas respecter ses promesses, de rester éternellement au pouvoir, de se cramponner au pouvoir? Et bien, comment vous avez su le changement de ce terrain? Il y a eu des séries d'ambiguïtés qui ont terni et qui ont détérioré la confiance initiale. Et au fur et à mesure que le temps avançait, il était inexorable qu'il fallait nécessairement montrer que la légitimité était du côté des forces vives nationales. Bien. Parce que nous nous rappelons que par rapport à la rencontre qu'il a eue avec les ambassadeurs ici, l'ambassadeur de l'Allemagne a osé lui demander, lui poser la question de savoir s'il va se présenter. Et c'était la seule question-là suffisait pour jeter la pomme de discordance entre eux. Donc il ne voulait pas du tout qu'on lui parle de cette élection. Par rapport à sa candidature, non. C'est une réalité et j'en profite pour rendre hommage à cet ambassadeur d'Allemagne qui a été un grand ami de la Guinée et qui le reste jusqu'à présent. Très bien.
Monsieur Ba, est-ce que vous avez entendu, comme beaucoup d'autres Guinéens, parler de ce mouvement d'Addis doit rester? Oui, c'est le premier mouvement qui a été visible, et ça a amené des contre-mouvements. D'Addis doit partir, d'Addis doit quitter, et c'est dans cette ambiance que les choses ont évolué. Très bien. Saviez-vous qu'il y avait des personnes prêtes à tout prix à sillonner l'intérieur, à faire la campagne, à débloquer des fonds pour soutenir ce mouvement-là? Bien entendu, puisque c'était devenu même la ligne officielle de tous les membres, ou de presque l'écrasante majorité des membres du CNDD, d'aller dans cette direction. Très bien. Monsieur Ba, est-ce que vous pouvez convenir avec moi que si jusqu'à présent c'était le CNDD qui est toujours là, depuis la prise du pouvoir par le CNDD jusqu'à maintenant là, si c'est le même CNDD, aujourd'hui tous les leaders politiques se retrouveraient en exil ou bien en prison parce que vous étiez indiqué comme responsable du carnage qui est arrivé au stade du 28 septembre dans un rapport de la Commission nationale. Est-ce que vous pouvez convenir avec moi? Personne ne peut envisager que se serait-il passé si il n'y a pas eu des événements qui ont fait que le cours politique de la Guinée ait changé pour permettre de se remettre dans le droit fil de l'organisation d'élections démocratiques pour sortir de cette impasse. Très bien. D'accord. Est-ce que, M. Ba, vous pouvez convenir avec moi que les événements du 28 septembre peuvent être rangés dans la conservation du pouvoir, dans leur élan de conserver à tout prix le pouvoir? Sinon, il n'y aurait jamais eu les événements du 28 septembre. Est-ce qu'on peut être d'accord sur ce point? Ça peut être discutable. Ça peut être discutable. Parce que c'est mon analyse personnelle. Hein? Je me dis que le seul objectif qu'il visait, c'est de ne pas qu'il y ait le 28 septembre, qu'il y ait le rassemblement, le meeting. De ce qu'eux, ils voulaient. Alors, en exécutant, en atteignant cet objectif-là, il fallait mater, comme ils l'ont déjà dit. C'est possible. Très bien. Bien, M. Ba, quand vous avez rencontré le colonel Tchegoro en allant au stade, vous avez discuté, échangé avec lui. Il y a des vidéos de cette rencontre qui circulent. Hein? Est-ce que vous avez vu à lui, honnêtement, un cadre, un membre du CNDD qui voulait qu'il y ait le meeting? Bon, sa mission, c'était de ne pas favoriser l'organisation ou la réalisation de ce meeting. Merci. Merci. Et le vidéo le prouve éloquemment. Parce qu'il allait jusqu'à dire, alors si vous partez, vous allez le regretter. C'est dans les vidéos. C'est possible, je n'y ai pas fait attention puisque, comme je vous l'ai dit, mon attention se portait était ailleurs. Très bien. Très bien. Alors, M. Ba, pour ce monsieur comme le capitaine Moussa Dadis, qui était au pouvoir, qui était le père entre griffes, ou même adoptif, du Guinéen à l'époque, tout ce qui se passait sur ce rêve, est-ce que vous pouvez convenir avec moi qu'il doit en être le premier responsable? Le fait d'être chef d'État, au-delà des privilèges qui sont liés à ce statut, c'est surtout une charge excessivement lourde où vous devenez responsable de tout ce qui peut arriver à ce pays, à ce peuple, et vous devez emporter le fardeau et la croix, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Il doit être le premier responsable. Parce que, imaginez, tout est concentré au camp Alpha Yaya. La présidence, les autres ministères, et le bloc administratif, tout est au camp là-bas. Et c'est du camp que les véhicules militaires sortent pour aller réprimer. Et le président même habite au camp là-bas. À qui on doit rendre compte, premièrement? Ce n'est pas au chef de l'État? Indépendamment de la localisation de la présidence en termes structurels, à l'époque, le statut de chef de l'État et de président est une charge qui, quelles que soient les circonstances, le statut de chef de l'État, vous devez plus gérer des contraintes que de bénéficier de privilèges. Et donc, même s'il n'était pas là-bas, même s'il était ailleurs, oui, son statut lui confère cette lourde responsabilité. Très bien. Monsieur Ba, vous avez été pendant longtemps très proche de M. Cellou Dalein Diallo. Même pendant les événements au 28 septembre, au stade, vous étiez avec lui, à l'hôpital également. Très bien. Vous avez appris qu'on l'a empêché de sortir de la Guinée pour aller se soigner? Vous l'avez appris? Je sais qu'il y a eu des tractations pour permettre l'arrivée de l'avion du président Abdoulaye Wade, et puis pour l'amener d'abord à Dakar et par la suite ailleurs pour se soigner. Très bien. Pour qu'il y ait l'accord, ou bien pour qu'il y ait l'atterrissage de cet avion, ou le décollage de cet avion, il fallait l'accord de la première personnalité du pays, qui était le chef de l'État, n'est-ce pas? En principe. En principe, oui. Aucun avion ne peut atterrir en Guinée ou décoller de la Guinée sans l'accord du chef de l'État. La gestion du pouvoir, parfois, c'est des querelles internes, des rapports de force qui peuvent décider de ce que le chef de l'État officiellement va annoncer ou va faire. Effectivement, comme vous l'avez dit, il a fallu beaucoup de tractations pour qu'il donne son feu vert afin que l'avion atterrisse ici et que M. Cellou Dalein sorte pour aller se soigner. Effectivement, c'est vrai. Bon. Bien. Je n'ai pas suivi ça. Monsieur Ba, je continue. Monsieur Ba. Vous avez suivi également le pillage qu'avaient connu les domiciles de M. Sidia, les aides qui ont suivi les événements du 28 septembre, M. Cellou Dalein. Et vous avez suivi ça? Vous en avez entendu parler? Oui, j'ai suivi le domicile de M. Jean-Marie Doré, le domicile de plusieurs citoyens, leur commerce. Beaucoup de choses se sont passées durant ces événements. Vous avez également appris que quand les gens sont allés piller le domicile de M. Jean-Marie Doré, c'était avec beaucoup plus de hargne, de violence. Parce que pour les pilleurs, pour aucune raison, M. Jean-Marie Doré ne devrait faire partie de vous pour qu'il y ait ce meeting-là. Ils sont allés tirer même sur les arbres au domicile de M. Jean-Marie Doré. Peut-être c'est par son statut de porte-parole des forces vives nationales. Oui. Très bien. D'accord. Monsieur Ba, à un moment de votre déposition, vous aviez dit que vous avez rencontré M. Moussa Keïta. Oui, au lendemain de la déclaration de Boulbiné du président de la transition de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre entretien? Bon, on lui a exprimé notre préoccupation et la nécessité d'organiser une rencontre formelle entre le CNDD et les forces vives nationales pour éclaircir cette ambiguïté qui était vraiment un choc pour tous les responsables qui étaient dans la salle. Est-ce que finalement vous avez appris que c'est lui, M. Moussa Keïta, qui s'est réparti à l'intérieur de la Guinée pour dire c'est Dadis ou la mort?
Vous avez appris ça? C'est à ce moment-là qu'on a conclu que c'était non pas une décision isolée suite à une humeur, la déclaration de Boulbini, c'est quelque chose qui est discuté, planifié et concerté entre les membres du CNDD, d'où le fait que c'est le secrétaire permanent du CNDD à l'intérieur qui se permet de lancer des mots d'ordre de ce genre. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut être d'accord que nous, aujourd'hui, on est fondé à demander la comparution de tous les membres du CNDD pour rendre compte des événements du 28 septembre? C'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal puisque c'était l'instance dirigeante du pays. Très bien. Est-ce que vous avez aussi appris, après les événements du 28 septembre, qu'il y a même eu des corps de Guinéens largués en haute mer? D'où la nécessité de rechercher les charniers et d'avoir une histoire claire des disparus. Très bien. Très bien. Après les événements, vous avez, comme vous venez de le dire, vous étiez allé rendre visite à quelques blessés, compatir à leur douleur. Est-ce que vous avez cherché à savoir où se trouvaient ensevelis les corps qui ont disparu? Les questions de sécurité ne nous permettaient pas d'envisager cette recherche dans un contexte aussi trouble. Très bien. Très bien. Monsieur Ba, parlons de la clinique ce Pasteur, là où vous étiez avec vos collègues. C'est effectif que vous aviez vu là-bas le colonel Tchegoro, pour le confirmer? À la clinique Pasteur? Non, bon, là où vous étiez pour les premiers soins, je ne sais pas si c'est Ambroise ou Pasteur, je ne sais pas. Non, c'est lui qui nous a amenés. C'est lui qui vous a envoyé. Oui. Très bien. Et qu'il était présent quand M. Marcel exhibait la grenade et menaçait de faire sortir de là? Il était présent lorsque deux hommes des forces de défense se sont présentés en intimant l'ordre de nous faire sortir de la clinique. Voilà. Sinon, ils vont larguer une grenade à l'intérieur. Faire sauter complètement la clinique. Et vous saviez quand même qu'à l'époque, le colonel était ministre d'État et membre influent du CNDD? C'est ce qui m'a étonné à ce moment-là, du fait que c'était flagrant que le colonel Tchegoro n'avait aucune autorité sur ces deux agents. État ministre d'État, membre influent du CNDD. Parce que je me dis que même s'il y avait d'autres militaires là-bas, mais il avait, lui, une qualité supérieure. Voilà, étant ministre quand même d'État. Et en fait, également au stade du 28 septembre, il était là aussi présent. Vous le confirmez? Oui. Voilà. Et les atrocités ont commencé à sa présence. Il était là avec ses hommes, ministre d'État de la République. Lorsqu'il est rentré dans le stade, les atrocités avaient déjà commencé. Voilà. Et donc... Est-ce que vous l'avez vu empêcher la commission de ces atrocités ou tenter d'empêcher? Pour l'écrasante majorité des gens qui étaient là-bas, qui étaient en détresse, ce n'est pas le cas. Voilà. Sauf pour nous. Sauf pour M. Diallo Selou et moi-même. Voilà. Voilà. Et là, on considérait M. Sedelen comme étant mort déjà. Non. Il vivait. D'accord. Et le colonel était à côté. Expliquez ce que vous voulez dire. Non, je veux dire que quand M. Selou s'est retrouvé par terre, vous n'avez pas voulu le laisser seul là, n'est-ce pas? Vous étiez resté, vous étiez à côté, n'est-ce pas? Non. Et revenez, acceptez de revenir un peu sur ça, ce passage. Il s'est évanoui au niveau de la pelouse. Oui. Au moment où le commandant Toumba a mené les autres. Oui. Tenter de les sauver, essayer à les sauver. Non, oui. Amener les autres. Oui. Le fait que M. Selou
d'Alain était à terre m'ont amené à ne pas l'abandonner sur place. Donc je suis resté. Voilà. J'ai demandé à un de nos militants, Ablaï III, alors que le commandant Toumba était déjà parti, de m'aider à ce qu'on le sorte d'ici. On l'a porté, on était poursuivis par des gens qui nous tabassaient avec des barres de bois, etc., jusqu'au niveau de la grande cour à l'intérieur du stade. Parce qu'il y a le stade proprement dit, en dehors, on est toujours dans le périmètre du stade du 28 septembre. C'est à ce niveau-là, on était toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, poursuivis par des gens qui nous donnaient des coups. J'ai aperçu le colonel Thiebro qui rentrait et qui marchait tranquillement à l'intérieur de cette cour. Je l'ai ailé et comme il m'a vu, il m'a reconnu, il s'est approché vers nous. Sa présence a empêché les agresseurs de poursuivre leurs besoins et il nous a pris en charge. Il a fait demander à ce qu'une autre personne qui était un peu loin de là, que je crois reconnaître comme étant un élément de garde-corps de M. Sidé Touré, de venir nous donner un coup de main pour transporter El Selou. Et c'est comme ça, en marchant, qu'on est sorti du stade, qu'on s'est dirigé vers la Jeep où il nous a amenés en direction de la clinique Ambroise Paré. Bien, après les événements du 28 septembre, le capitaine Moussa Dadis a tenu une rencontre avec d'autres personnes, rencontre au cours de laquelle il a responsabilisé vous les leaders de vouloir faire en sorte que ce qui s'est passé au Madagascar se répète ici en Guinée et que ça occasionne son départ. Qu'en pensez-vous? Il s'est trompé. Il s'est trompé. D'accord. Est-ce que pendant que vous étiez au stade, l'arrivée du colonel Pivi vous a trouvé là-bas? Et je n'ai pas vu le colonel. Avec ses hommes? Moi, je ne l'ai pas vu et je n'étais pas certainement là-bas au cas où il s'avérerait qu'il était là-bas. Merci, M. Ba, de la clarté de vos réponses. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les assesseurs. Monsieur Baouri, hier, je vous ai entendu dire à la défense que pourquoi vos déclarations ont une si grande importance. Il vous a donné la réponse. Et moi, j'ajoute sur sa réponse qu'effectivement, vous êtes un grand homme politique, un grand intellectuel, et vos déclarations sont toujours attendues. On vous écoute. Merci. Monsieur Baouri, plusieurs questions vous ont été posées par la défense hier avec les suppositions. Si vous aviez respecté l'interdiction, est-ce qu'il y aurait eu ce qui s'est passé? Si vous aviez accepté de reporter, si les leaders politiques, les leaders religieux qui vous ont contacté, vous les aviez respectés, est-ce qu'il y aurait eu ceci, est-ce qu'il y aurait eu cela? C'est très important parce que ça vous a permis de faire votre propre analyse des choses et de porter votre jugement de valeur par rapport à ces questions précédées par ci. De même que moi, je vais vous poser des questions avec des si, quelques questions avant de poursuivre le reste. Alors, M. Baouri, si la constitution guinéenne avait été respectée au décès du feu général Lansana Conté,
est-ce qu'il y aurait eu CNDD et la prise du pouvoir par le CNDD? C'est la raison pour laquelle, en tant que membre du gouvernement et comme ministre de la Réconciliation nationale, mon objectif était de faire en sorte que les autorités, l'ensemble des autorités du pays, fassent le maximum pour que nous puissions organiser les législatives avant le décès du général Lansana Conté. Malheureusement, il y avait tellement d'inertie, de pesanteur qui ont fait que les choses ont traîné et ce qu'il fallait éviter est arrivé. Bien. Donc, avec la prise du pouvoir, il y a eu plusieurs déclarations, des engagements qui ont été pris par les autorités du CNDD, parmi lesquels figure l'engagement de ne pas se présenter aux élections futures, ni par le président du CNDD, ni par les autres membres, n'est-ce pas? C'est affirmatif. Bien. Alors, si cet engagement avait été respecté, est-ce qu'on aurait assisté à ce qui s'est passé? Ce serait tout à fait le contraire. On se serait réjoui et la Guinée aurait pris un autre élan beaucoup plus vertueux. Bien. Je veux avoir également votre avis personnel. Supposons que au jour de la prise du pouvoir par le CNDD, alors le capitaine Dadis Camara disait que et lui et tous les autres membres du CNDD avaient le droit de se présenter aux élections. Quelle serait la réaction des forces vives, selon vous? Qu'il aurait pu se présenter. Voilà, dès la prise du pouvoir, parmi ses engagements, il aurait annoncé cet engagement de se présenter immédiatement, c'est-à-dire qu'aux élections futures, et lui, capitaine Dadis, et les autres membres du CNDD, chacun avait le droit de se présenter comme candidat au même titre que les autres leaders. Quelle serait votre réaction? Je pense que l'écrasante majorité des acteurs et la population auraient considéré cela comme une confiscation du pouvoir. Et donc l'adhésion populaire qu'on a eu à assister n'aurait pas eu lieu, n'est-ce pas? C'est possible, très probable d'ailleurs. Bien. Monsieur Baouri, sur l'organisation du meeting à la date du 28 septembre, bien avant ce jour, est-ce que vous avez reçu une invitation de la part de l'autorité du CNDD allant dans le sens d'organiser des débats ce jour afin de magnifier les héros de l'indépendance et de les faire connaître à la génération future? Est-ce que vous avez reçu une invitation, un document, une lettre, un message quelconque dans ce sens? Pas du tout, et je dois rappeler que la fixation de la date de la manifestation avait fait l'objet de publicité, de concertation large et d'explications avant même que cela soit officiellement acté. Donc, ils avaient les moyens d'être au courant et de prendre des initiatives si telle avait été leur volonté. Bien. Supposons que cela aurait été fait. Est-ce que vous auriez refusé de venir faire des débats publics, parler du peuple ou à l'endroit qui serait indiqué pour vraiment magnifier ces héros et montrer vraiment leur bravoure à la génération future? Est-ce que vous auriez refusé cela? L'invitation aurait été accueillie avec enthousiasme. Très bien. Et donc, c'est un alibi de dire que ce jour a été décrété et que c'était un jour qui était alors considéré comme le jour où il fallait faire, alors magnifier ces héros. C'était un alibi, selon vous? Parce qu'en fait, officiellement, c'est la date du 2 octobre qui est la date qui est plus commémorée, le 28 septembre.
C'était simplement une journée symbolique dont on parle de temps en temps au passage. Bien. Est-ce que vous saviez qu'au même moment vous étiez en train de tenir le meeting à Conakry, le CNDD avait également organisé d'autres meetings à l'intérieur du pays, notamment à Gekedou, à Massanta et à Zérékoré, le même jour. Est-ce que vous le saviez? C'est par la suite qu'on l'a su. Très bien. Alors, dire que ce jour était décrété et qu'il fallait que vous acceptiez de reporter ou de renoncer à ce meeting afin d'aller faire un débat sur ces acteurs de l'indépendance. Est-ce que réellement une deuxième question sur ça n'était pas un alibi? C'était un abus de pouvoir et une certaine forme d'iniquité. Bien. Alors, venons sur le commandant Toumba. Vous avez eu à répondre hier aux questions et cela m'a beaucoup plu. Vous avez dit que ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté, c'est ce que vous déclarez ici. Oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que vous avez eu à dire que le commandant Toumba était arrivé à l'esplanade du stade et qu'il aurait tiré? Est-ce que vous avez eu à dire ça? Est-ce que vous avez eu à dire à la barre ici qu'au moment où le commandant Toumba est arrivé à l'esplanade du stade du 28 septembre et qu'il aurait procédé au tir en rentrant au stade? Est-ce que vous avez à dire cela ici? Je ne peux pas le dire puisque je n'étais pas là-bas. Donc, ce que vous avez vu, ce qui s'est passé devant vos yeux, c'est ce que vous avez dit. Affirmatif. Bien. Ainsi, vous avez eu à dire que le commandant Toumba est arrivé devant vous. C'est à ce niveau seulement que vous l'avez vu, ou bien il était loin, vous l'avez déjà aperçu? C'est lorsqu'il est arrivé et qu'il était pratiquement face à la tribune qu'on l'a vu. Très bien. Donc, tout ce qui s'est passé avant, vous ne saviez rien? Affirmatif. Très bien. Alors, au moment où il était arrivé devant vous, est-ce qu'un de vous était déjà blessé, molesté, avait été déjà battu au moment juste où il est arrivé devant vous? À ce moment-là, à notre niveau, avec les coups de feu, les explosions de grenades lacrymogènes, la foule qui commençait à s'égayer, et certains qui commençaient à paniquer. Je n'ai pas vu de blessés, mais il y avait pratiquement une certaine panique qui s'emparait de tout le monde. Ma question est de savoir, vous, leader politique, qui était arrêté au moment juste où il est arrivé, en face de vous, il donnait les instructions à ses subordonnés de faire descendre. Est-ce qu'à ce moment, est-ce qu'un de vous, leader, était blessé? À ce moment-là, non. Bien. Mais au moment où certains responsables descendaient du gradin... Bon, je voudrais qu'on se limite à ce que vous avez bien répondu. À l'instant T, aucun leader n'était blessé. Oui. Bien. Alors, lorsqu'il donnait les instructions pour vous faire descendre des gradins, vous avez eu l'impression qu'il était venu pour vous arrêter. C'est cela? C'est affirmatif. Bien. Alors, lorsque vous êtes descendu et qu'il n'y ait pas eu un de vous battu, blessé, et rien ne vous est arrivé, où il devait vous conduire, selon vous? Dans un poste de détention, a priori. Bien. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Bien. Donc, si un de vous n'était pas blessé, la direction vers l'hôpital n'allait pas être prise. Oui ou non? C'est clair. Bien. Est-ce que c'est en sa présence
que ceux qui l'entouraient vous ont molesté, vous ont battu, vous ont blessé. Est-ce qu'il était là au moment où il vous a dit descendez à travers ses subordonnés? Vous êtes descendu. Est-ce que c'est en ce moment, aussitôt vous êtes sur la pelouse, que vous avez reçu des coups, des blessures? C'est en ce moment, n'est-ce pas? Il y avait déjà des agents qui commençaient à donner des coups de ceinturon et d'agresser et de nous agresser. Bien. En ce moment précis, vous êtes battu, vous êtes blessé. Où devait être votre destination avec lui? J'ai pas bien entendu. Maintenant que vous êtes sur la pelouse, Oui. ces agents qui vous entourent vous ont donné des coups. Blessés. Il y en a même qui étaient tombés, même évanouis, n'est-ce pas? Oui. Et c'est en ce moment qu'il vous a ramassé. Il vous a conduit vers le véhicule, n'est-ce pas? Où devait être votre direction pendant que vous êtes ensanglanté? Où devait être votre direction? Je ne fais pas partie du lot qui est parti avec le commandant Toumba. Ok, vous ne faites pas partie. Le lot qui est parti avec lui a pris quelle direction? Puisqu'ils sont déjà blessés et ensanglantés. Bon, je pense qu'il les a mis en groupe pour les faire sortir du stade. Et ils sont partis où? En direction de la porte pour sortir du stade proprement dit, a priori. Et ils sont allés où? Je ne sais. Bon, ils sont sortis puisqu'ils sont partis. Ils ne sont pas allés à l'hôpital? Bon, par la suite, on a appris qu'ils sont allés à la clinique. Bien. Je vais lire juste un petit passage avec Monsieur le Président concernant Monsieur François Losenefal. Il dit ceci: lorsque Toumba Diakité a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour des soins. Ça veut dire que la direction vers la clinique Ambroise Paré a été prise parce qu'il a constaté que les leaders étaient blessés et ensanglantés. Oui ou non? Les faits l'attestent. Bien. Ce qui signifie que son intention de vous arrêter, de vous conduire vers un centre de détention quelconque ne pouvait plus avoir lieu. Oui ou non? C'est possible. Bien. Monsieur Baouri, est-ce que vous étiez libre quand vous étiez couché à l'hôpital clinique Pasteur, disons à la clinique Pasteur? Est-ce que vous étiez libre de vos mouvements, de sortir, de rentrer chez vous comme tout malade? Je me sens maintenant mieux. Je peux quitter mon lit d'hôpital et puis je m'en vais à la maison. Est-ce que vous étiez libre en réalité? L'accès était et les sorties étaient interdites. Très bien. Donc, contrairement aux autres malades, pour vous, vous n'étiez pas libre de sortir de la clinique et de rentrer chez vous, n'est-ce pas? Peut-être permettez-moi de préciser parce que à ce moment-là, il semblerait que notre sécurité était beaucoup plus effective à l'intérieur de la clinique. Le fait de sortir pouvait nous exposer à des agressions éventuelles. Très bien. Est-ce que cela ne veut pas dire toujours que votre arrestation devrait avoir lieu si vous n'étiez pas blessé, oui ou non? C'est possible. Bien. Il a fallu d'ailleurs la médiation des leaders religieux pour que vous quittiez librement la clinique Pasteur, n'est-ce pas? Entre autres, oui. Bien. Venons à l'ouverture du stade. C'est très important. La défense alors a fait croire que vous étiez entré au stade par effraction. Hier, on vous a posé cette question. N'est-ce pas? Quelle a été votre réponse? Lorsqu'on vous a dit que vous étiez entré au stade par effraction, c'est-à-dire vous avez
défoncer la porte pour entrer. Quelle a été votre réponse? La porte était ouverte et ce qui n'était pas dans notre programme, c'est malgré nous que nous nous sommes retrouvés à l'intérieur parce que bien avant cela, la foule s'était engouffrée déjà à l'intérieur du stade à tort, estimant que c'était le lieu qu'il fallait occuper où il fallait se retrouver.